Bienvenue à tous les curieux. Bonjour Paul. Martin Scorsese est un réalisateur italo-américain particulièrement apprécié depuis plus de 40 ans et mondialement reconnu par ses pairs et par le public. Il est notamment connu pour sa cinéphilie encyclopédique, son débit de parole ultra rapide façon mitraillette, ses films de mafia comme Les Affranchis et Casino, ses drames tels que Taxi Driver et Les Nerfs à vif, ses biopics, notamment Raging Bull et Aviator, ses collaborations à répétition avec Robert De Niro 10 fois et Leonardo DiCaprio 6 fois entre autres. Et le plus ironique, c'est que son meilleur film, qui est injustement méconnu, n'est rien de tout ça. Ce n'est ni un film de mafia, ni un drame, ni un biopic, et le casting ne compte ni Robert De Niro, ni Leonardo DiCaprio dans ses rangs. Mais c'est justement parce qu'il est original, voire unique dans la carrière de ce réalisateur à l'univers si marqué, que c'est son meilleur film. C'est aussi pour cela qu'il demeure bien souvent oublié et méconnu du grand public. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir After Hours. On ne présente plus Martin Scorsese, tant sa filmographie parle pour lui. Taxi Driver, Raging Bull, La couleur de l'argent, Les Affranchis, Les Nerfs à vif, Casino, Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup de Wall Street et bien d'autres. Sa maîtrise formelle, sa culture vertigineuse, son souci du détail et son implication dans chaque film ne sont plus approuvés. Il a mûri certains projets personnels comme Kundun et Gangs of New York durant plusieurs décennies et les voir se concrétiser était forcément une libération, une délivrance et un accomplissement pour lui. Mais il a aussi parfois réalisé des films de manière plus spontanée, presque à l'improvisation, comme Les Nerfs à vif par exemple, dont les droits appartenaient à Steven Spielberg et qui les a échangés avec son ami Martin contre ceux de la liste de Schindler. Pourtant, même si ces films étaient réalisés de manière beaucoup plus rapide, sans avoir pris le temps d'y réfléchir pendant des années, Scorsese y consacrait toujours la même abnégation et le même sérieux. Il n'y a pas de petits films dans sa filmographie. Il y a juste des films toujours réussis, mais à différents degrés, cela allant du bon film au chef-d'œuvre. Et la seconde catégorie est loin d'être exceptionnel tout au long de sa longue carrière. C'est juste, c'est drôle, j'y avais pas pensé. Au milieu des années 80, Scorsese est déjà un réalisateur reconnu, notamment grâce à Taxi Driver et à Raging Bull. Mais il a également connu l'échec avec New York, New York et La valse des pantins. Sa spiritualité le pousse à vouloir coûte que coûte adapter La dernière tentation du Christ, un livre de Nikos Kazantzakis sorti en 1955. C'est justement durant la préparation de ce film qu'il refuse un script de Joseph Minion envoyé par l'acteur-producteur Griffin Dunne et la productrice Amy Robinson, tout en le trouvant excellent. Ce scénario est en fait une thèse de fin d'études que Joseph Minion a écrit à l'université de Columbia en s'inspirant fortement des travaux de Joe Frank et en particulier de ses monologues radiophoniques. Do you have any idea how many people send me their short stories? Frank était un écrivain, un professeur et un acteur qui déclamait ses textes aussi drôles que philosophiques et flirtant souvent avec l'absurde et le surréalisme à la radio et souvent en compagnie de ses meilleurs amis dont le dramaturge Arthur Miller. Le script de Minion est si bon qu'il intéresse fortement Dusan Makevechev, l'un des principaux représentants de la vague noire du cinéma yougoslave alors qu'il est professeur de cinéma à l'université d'Harvard. Et il est très facile de comprendre pourquoi, tant le ton réaliste mais aussi désespéré et fataliste de Minion se rapproche d'un style très européen. Je pense que j'ai toutes les raisons de penser que je me trouve en danger de mort à très très brève échéance. Makevechev fait lire le script à la productrice Amy Robinson qui le fait lire à son tour à son ami Griffin Dunne, l'acteur du Loup-garou de Londres de John Landis qui s'est également lancé dans la production. Les deux amis envoient le scénario à Martin Scorsese mais ce dernier décline la proposition pour cause de conflit d'emploi du temps. Les producteurs se tournent alors vers le jeune Tim Burton dont le court-métrage Vincent les a particulièrement impressionnés et il accepte. Mais Scorsese fait volte-face en apprenant que le tournage de La dernière tentation du Christ est fortement repoussé. Par respect pour celui qui avait été envisagé en premier, Burton laisse le projet aux mains du New-Yorkais et le tournage débute à l'été 1984 sur les lieux mêmes de l'action, le quartier de Soho à Manhattan. Le film commence alors que la journée de travail se termine pour Paul Hackett, interprété par Griffin Dunne. C'est un informaticien new-yorkais exerçant dans une grande firme et il doit former un nouvel employé au maniement de l'ordinateur. C'est une corvée pour tous les deux car Paul s'ennuie à mourir dans cette fonction de formateur pour débutants et l'employé lui avoue qu'il ne restera pas longtemps dans cette firme car tout ce qu'il désire c'est fonder son propre magazine. Bref, tous les deux perdent leur temps, un temps précieux et qui serait bien mieux employé à faire autre chose. Mais c'est aussi le lot de millions de gens qui vivent comme eux à New York et même dans le reste du monde. L'interminable journée s'achève enfin et Paul se dit au fond de lui-même que la soirée ne pourra jamais être pire. Il s'installe à la table d'un snack et bouquine Tropique du cancer d'Henry Miller. Marcy, une jolie jeune femme assise en face de lui et jouée par Rosanna Arquette, lui dit que c'est un excellent livre et qu'elle l'adore. Ceci n'est pas un livre, mais une injure permanente. Énorme glavio à la face de l'art. C'est une gifle lancée au vrai, au beau adieu. Ou à peu près ça.
C'était une bonne citation. Paul tombe alors sous le charme de cette femme aussi belle que cultivée. Ils échangent pendant quelques minutes et elle l'informe qu'elle vit à Soho, dans le sud de Manhattan, avec une amie qui est artiste et sculpte des presse-papiers en plâtre. Sous le prétexte d'être intéressé par la sculpture, il obtient le numéro de téléphone de la jeune femme, mais elle doit s'en aller sans attendre, tel Cendrillon. Une rencontre inespérée dans cette vie morose pour le jeune homme. Petite frayeur cependant, son stylo ne marche plus et il craint de ne plus se souvenir du numéro sitôt rentré chez lui. Mais heureusement, le caissier du snack, qui est un fan de danse classique et répète des mouvements derrière son comptoir, a un stylo qui fonctionne. Ouf. Effectivement, la soirée est infiniment meilleure que sa journée. Décidément, une bien belle rencontre. L'informaticien note le numéro, rentre chez lui, attend un peu et appelle. Il tombe alors sur une jeune femme, Kiki, qui est l'artiste dont Marcy lui avait parlé. Elle n'a donc pas menti. Marcy est également à l'appartement et propose à Paul de venir chez elle tout de suite. Il est 23h30, mais Paul se dit qu'une proposition pareille ne se refuse pas. Surtout quand on regarde sa vie actuelle. Terne et vraiment morose. D'autant que Marcy est particulièrement charmante et elle a l'air des plus intéressantes. Il prend le taxi direction Soho, mais ce dernier roule à vive allure, comme dans les comédies slapstick des années 30 du genre Keystone Cops. De plus, les fenêtres sont ouvertes et lorsque Paul pose son billet de 20$ sur le cendrier, ce dernier s'envole par la fenêtre. Oh merde. Il n'a donc plus de quoi payer la course qui s'élevait à moins de 7$ et il devra trouver un autre moyen de rentrer chez lui quand le rendez-vous aura pris fin. Le chauffeur de taxi fait la moue et démarre en trombe, laissant l'informaticien sur le trottoir. Paul rejoint l'adresse de l'appartement à pied et sonne, comme le lui avait indiqué Marcy. Une jeune femme aux cheveux courts se penche alors par la fenêtre du 3e étage et lui jette les clés de la porte d'entrée. Il monte et découvre Kiki, incarnée par Linda Fiorentino, en jupe et en soutien-gorge, en train de confectionner une statue en plâtre. Ça me rappelle un tableau d'Edouard Munch. Le cri, on dirait la version tridimensionnelle du tableau. C'est l'amie et la colocataire de Marcy. Cette dernière est partie faire une course et l'artiste demande à Paul de l'aider et finir la statue. Comme Paul a sali sa chemise, elle lui propose de la laver avant le retour de Marcy, ce qu'il accepte. La jolie Marcy débarque alors et il est aux anges. Mais petit à petit, il se rend compte que la jeune femme est rongée par les névroses et qu'il s'est fait de fausses idées sur elle. Sa vie est loin d'être aussi stable qu'il l'avait cru et espéré en la voyant. Il met fin au rendez-vous et entreprend de rentrer chez lui en métro car il pleut des hallebardes. Mais le fait qu'il n'ait pas assez de monnaie pour prendre un ticket car le montant a augmenté passant en tarif de nuit va le faire aller de déconvenu en déconvenu et de quiproquo en quiproquo jusqu'à la fin de cette nuit qui risque d'être bien pire que toutes ces journées d'ennui et de banalité passées au bureau. Un adage dit qu'il faut toujours se méfier de ce que l'on souhaite car cela risque d'arriver. Paul aurait dû s'en rappeler quand il a fait la rencontre de Marcy, une rencontre qui a illuminé sa soirée mais transformé sa nuit en cauchemar. C'est fumier. Je tuerai ces barbares. Oh, je suis chauve. On me donne un flingue. Outre l'histoire qui est un enchaînement sans fin de péripéties et le rythme sans temps mort de ce film, son vrai point fort, ce sont ses personnages. Paul Hackett est incarné par Griffin Dunne et c'est le prototype même de l'anti-héros, la personne lambda qui normalement n'aurait jamais aucune chance d'être le héros ou le personnage principal du moindre récit. C'est un homme ordinaire, couleur muraille, qui se fond dans la masse et les mésaventures qu'il va vivre cette fameuse nuit sont d'autant plus extraordinaires qu'elles sont justement vécues par un homme ordinaire, mais dans des proportions et à un rythme proche du surnaturel, la fameuse loi de Murphy, qui prétend que tout ce qui est susceptible de mal se passer se passera mal quoi qu'il advienne. De plus, ce qui lui arrive n'est jamais ou rarement un gros événement. C'est une succession de petites choses de la vie, de petits couacs, des bévues et des incompréhensions qui vont transformer son rendez-vous galant en périple homérique où il ne cessera de tomber de Charybde en Scylla, avec une régularité d'horloge suisse qui fait se côtoyer le désespoir et la moquerie. Et c'est cela qui fait basculer le film dans la comédie noire. Je voulais sortir de chez moi, je voulais sortir de mon appartement, passer une bonne soirée avec une nana, et je devrais mourir pour ça? Non mais... Mais sans Marcy, point de rendez-vous et point de nuit cauchemardesque. C'est un personnage tout en nuances qu'incarne Rosanna Arquette, car tel un oignon, Paul découvre les couches successives de sa personnalité petit à petit. Au départ, elle paraît aussi équilibrée que charmante, avec une vie simple. Mais l'informaticien s'aperçoit que c'est tout le contraire en fait. Sauf que pour venir chez elle, Paul a mis le pied dans un engrenage qui va faire que cette nuit-là, aucun repos ne lui sera permis, à lui qui n'a en plus pas vraiment l'habitude de se coucher tard. Comment ne pas parler aussi de Kiki Bridges, l'artiste sexy campé par une Linda Fiorentino au sommet de sa forme. Toutes les scènes avec elle sont hilarantes car on ne sait jamais comment cela va se terminer. Comme lorsque Paul lui fait un massage car elle est courbaturée et qu'elle s'endort comme un bébé en moins de 2 minutes. Massage, il faut que ça fasse mal, c'est tout ce que je sais. D'accord. Ou lorsque le jeune homme aperçoit 2 hommes louches avec une de ses statues et qu'il les fait fuir, puis rapporte l'œuvre d'art et la découvre attachée et bâillonnée. Allez, salaud! Mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh! Ah, c'était sûrement des marins, tu regardez ce travail. C'est d'un compliqué. Ça, ils ont dû passer des heures. Comment ils sont rentrés? Qui est rentré? Eh ben, les cambrioleurs. Cambrioleur? Quel cambrioleur? Ceux qui ont pris votre sculpture et votre télé. C'était ni les pépés, des amis à moi. Je leur ai vendu ma télé $300.
Il y a aussi Verna Bloom, qu'on avait adoré aux côtés de Clint Eastwood dans L'Homme des Hautes Plaines et Honky Tonk Man dans le rôle de June, une femme au moins aussi complexe que Marcy. Sans oublier toute la brochette d'acteurs qui ne sont certes pas des stars, mais nous ont régalé dans les films des années 80 et du début des années 90, tels que Bronson Pinchot, qui joue le novice à qui Paul apprend les rudiments de l'informatique au début du film, et qui était Serge, l'employé de la galerie d'art qui n'arrivait pas à dire le nom Axel Foley dans Le Flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Et Danny, veux-tu dire à Mademoiselle Summers que Monsieur Ahmed Foley désire la voir? Non, Axel Foley. Axel. Ahmed, ouais. Axel. Il est aussi apparu dans Risky Business, Le Kid de la plage et True Romance de Tony Scott, entre autres. Ce film réunit également John Heard, qui incarne Tom, le barman sympa, et Catherine O'Hara, qui joue Gail, celle qui entreprend de pourchasser Paul avec la milice. Tous les deux incarnent les parents de Kevin McAllister, alias Macaulay Culkin, dans les 2 premiers épisodes de la saga Maman, j'ai raté l'avion. Citons également Will Patton, à la filmographie longue comme le bras et toujours impeccable, qui fait une petite apparition dans le rôle de Horst, l'ami sadomaso de Kiki. Terry Garr, la femme de Roy Neary dans Rencontre du troisième type de Spielberg, qui incarne Julie, une serveuse au bout du rouleau, et enfin le duo comique Cheech et Chong, qui incarne les 2 cambrioleurs à qui Paul reprend la statue. After Hours met en exergue le fait que tout dans notre vie n'est que rouage, et que nous ne sommes nous-mêmes que de simples engrenages de ce grand ensemble horloger qu'est la vie, où tout s'imbrique et possède une incidence sur le rouage suivant, tout en étant complètement dépendant du précédent. J'ai retrouvé mon billet de $20, c'est fantastique, hein, vous allez me ramener. Fantastique. Minute, je reviens. 2 aiguilles venant justement s'ajouter au centre du haut de Hours au début du film pour changer la lettre en cadran et nous montrer que le temps sera véritablement le maître mot. Et sur l'affiche, ce sont les jambes de Rosanna Arquette qui forment des aiguilles. Martin Scorsese nous montre ce leitmotiv dès le début avec cette scène de bureau où Paul regrette la morosité de sa vie ainsi que le côté répétitif et aliénant de son quotidien. Sans oublier ce temps qui ne passe pas. Il n'est qu'une de ces feuilles dont il remarque le tas et qui sortent à la file de l'imprimante, reliées entre elles et formant une guirlande discontinue de papier. Ce n'est qu'un maillon de la chaîne, un élément parmi d'autres. À ce moment-là, il aimerait que le temps s'accélère, que les rouages s'emballent, mais c'est exactement ce qu'ils vont faire durant la soirée et il ne pourra même pas le regretter puisque c'est lui qui l'a souhaité. C'est toute l'ironie du film. Il espère aussi avoir une vie sexuelle un peu plus épanouie et ce n'est pas un hasard s'il lit Tropique du cancer d'Henry Miller, où l'auteur souhaite devenir l'écrivain du vice et parle sans détour de ses expériences sexuelles à plusieurs reprises. Sa rencontre avec Marcy représente donc pour lui l'espoir d'une fin à ses frustrations, le bout du tunnel. D'ailleurs, pour imprégner le jeu de Griffin Dunne et le rendre plus crédible, Martin Scorsese lui a demandé de dormir le moins possible avant les prises, mais également de ne pas avoir de relations sexuelles, pour qu'une certaine tension se voie sur le visage et dans les yeux du comédien. Cette technique a fonctionné à merveille, et cela transparaît littéralement, car il paraît toujours au bord de la rupture et à fleur de peau. Le réalisateur fera également de même avec la logistique du tournage, en ne filmant que la nuit, même les scènes intérieures, car ce n'est absolument pas la même ambiance qui berce un lieu le jour et la nuit. Et Scorsese voulait que l'on ressente cette différence, cette atmosphère unique qu'on ne rencontre qu'après la nuit tombée. Cela aide grandement à l'imprégnation de l'histoire et à la compréhension de ce qui amène les personnages à agir ainsi. Le premier titre du film était One Night in Soho, mais il fut abandonné car trop littéral, au profit de After Hours, beaucoup plus vague et nébuleux. Pourtant, la version française du titre l'agrémente du sous-titre Quelle nuit de galère, qui rend à nouveau ce dernier trop explicatif et souligne l'intrigue en trahissant le sujet. Belle bévue de la part des adaptateurs. Au rayon des récompenses, Martin Scorsese remportera le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1986. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur After Hours. Si, mais une stéréo, mon gars, c'est jamais qu'une stéréo. L'art, c'est plus éternel. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.